Hello les amis, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi, ça va très très bien. Je suis de retour de Minorque. Vous avez dû me suivre sur les réseaux, pour ceux qui me suivent sur Facebook ou sur Instagram. Et je commence à publier depuis une dizaine de jours les photos et les vidéos que j'ai faites avec un drone notamment. Et c'est juste magnifique, c'est une très très belle découverte. Si vous ne connaissez pas Minorque et que vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas à aller sur mes comptes, donc sur Facebook et sur Instagram, vous allez voir, c'est tout bonnement splendide. J'ai déjà vu quand même des coins très très beaux dans le monde, mais là j'ai été vraiment très surpris d'autant de beauté. Alors c'est simple, hein, j'ai fait le tour de l'île à pied, donc il y a un GR, c'est le GR 223. Ça fait à peu près 190 km, c'est une vingtaine de kilomètres par jour avec quelques dénivelés. Et donc ça permet de faire le tour entier de l'île. Et qu'est-ce que c'est beau, vraiment, c'est assez bluffant. De très belles criques comme vous pouvez retrouver aux Seychelles, en Corse ou dans d'autres lieux comme ça paradisiaques. À cette période de l'année, il n'y a personne, donc pour moi c'était royal. J'avais besoin de tranquillité et d'introspection personnelle. Et donc voilà, me retrouver seul dans ces criques et dans cette beauté, dans ces paysages merveilleux, c'était un très très beau cadeau que je me suis fait et donc je suis très content d'avoir vécu cette expérience. Donc n'hésitez pas à aller voir mes comptes parce que je pense que ça peut vous donner envie vous aussi d'y aller, malgré que Minorque, je pense, ne m'attend pas pour lui faire de la pub. Mais c'est waouh, franchement, très belle découverte. Ce soir, on va se retrouver avec Fanny. On va parler de plein de choses, d'âme, de corps, d'équilibre, de féminin, de masculin, de gratitude, de joie, de bonheur, de connaissance de soi et plein d'autres choses. Avant de commencer, je vous rappelle juste notre actualité. On est en train de préparer le deuxième congrès C'est quoi le bonheur pour vous, qui va avoir lieu là le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. La billetterie est ouverte depuis un mois et demi, je crois. Et les billets partent quand même très vite. Donc, si vous avez envie de vous dire, surtout dépêchez-vous, vous tapez congrès, c'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche et vous tomberez sur le site et vous trouverez facilement la billetterie. On attend 10 conférenciers, il y aura 40 exposants, il y aura 8 ateliers participatifs et on sera un peu plus de 700 personnes au Palais des Congrès qui donne juste en face de la plage, donc c'est chouette, on va pouvoir aller se baigner pendant les pauses. Voilà, je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée en 2023, c'était la première édition du congrès, comme ça va vous montrer un peu l'ambiance et on se retrouve tout de suite après avec Fanny. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous ? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon ? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Et on a hâte de vous y retrouver. On vous prépare d'ailleurs quelques surprises pour ceux qui reviennent pour cette deuxième édition, parce que vous êtes nombreux à nous écrire en disant que vous allez revenir, vous avez tellement kiffé la première. On vous a préparé quelques surprises pour changer de cette première édition. Allez, je vais faire apparaître Fanny. Hello Fanny, comment vas-tu ? Hello Julien, ça va ? Et toi ? Ça va très bien, merci. On était en train de papoter juste avant de commencer autour de Minorque, que toi tu connais bien aussi pour y avoir séjourné quelque temps. Exactement. Et je crois qu'on est d'accord tous les deux pour dire que c'est une très très belle île et qui invite, je trouve, à prendre du recul. Ou alors c'est peut-être le trip aussi dans lequel j'étais, je sais pas, mais je trouve que l'île en elle-même se prête à chiller, tu sais, à faire niente, à juste admirer la beauté, à prendre du temps, à être dans le silence, quoi. Est-ce que c'est une expérience que tu as vécue toi aussi comme ça là-bas ? Ouais, en fait, moi j'ai eu la chance d'y aller pendant que je vivais aux Baléares, donc je vivais sur l'île de Majorque, ouais. Et on avait presque l'île que pour nous, en tout cas quasiment que pour les résidents des Baléares. Et honnêtement, moi je me suis reconnectée énormément à tous ces éléments et ouais. Au fait de... Enfin, tu vois, Minorque, pour moi, c'est le joyau
des Baléares. Il y a 3 îles, mais elle est plus petite, elle est plus préservée à mon sens, elle est plus nature. Et du coup, elle est moins connue. Et le fait qu'elle soit moins connue, ceux qui ont envie d'y aller, en tout cas de la découvrir, je trouve que c'est une magnifique découverte. Voilà. Mais tant mieux, ouais. Alors figure-toi que c'est rigolo. Alors je sais pas s'ils ont plusieurs radios à Minorque, mais il y a un gars d'une radio de Minorque qui m'a contacté hier, qui veut m'interviewer. Donc j'imagine qu'il a dû voir les photos et les vidéos que j'ai dû faire en drone, à mon avis. Trop bien, Yes. c'est super. Alors Fanny, je vais te laisser te présenter pour les gens qui te connaissent pas, qu'on comprenne qui tu es, d'où viens-tu, que fais-tu sur cette belle planète. Ça marche. Alors, qui je suis? Moi, je me définis comme révélatrice de beauté intérieure. Il y a vraiment ce terme que je me suis collée. En fait, j'aime pas forcément les étiquettes, mais je me suis collée parce que je me suis dit que c'était ça que je faisais, en fait. Je révèle ce qu'il y a à l'intérieur des personnes et à travers notamment ce prisme du beau. Et le beau, c'est pas forcément... tu vois, c'est pas forcément la beauté froide, c'est justement tout ce qui crée notre beauté. Et donc, notre beauté, elle est pour moi unique. Qui je suis d'autre? Je viens d'avoir 40 ans, c'était mon anniversaire hier. Oh, bon anniversaire! Merci. Du coup, je me sens dans une autre phase de ma vie. Ça s'est vraiment passé dans la transition de la veille de mon anniversaire, de me dire, je pose certaines valises, tu vois. Il y a eu toute une phase de préparation. Et maintenant, même si je considère que j'ai toujours bien vécu, maintenant, je m'accélère dans ma vie. Donc, je dirais que je kiffe la vie, d'une manière générale, avec beaucoup de conscience. Et je crois que la notion de conscience me parle énormément parce qu'on pourrait se dire kiffer la vie, c'est se remplir de plein de choses. Et je pense qu'en fait, c'est plutôt mieux se remplir des choses qui nous composent, qui nous font du bien. Ok. Alors, ça veut dire quoi, révéler la beauté de quelqu'un? Parce que la notion de beauté, pour moi, est très importante dans ma vie. J'aimerais bien que tu nous donnes ta définition. C'est quoi la beauté, en fait, déjà, dans un premier temps? Pour moi, la beauté, c'est ce qui vient créer une connexion émotionnelle quand tu le regardes, tu la regardes. Ça peut être vrai pour un paysage, ça peut être vrai pour une personne, ça peut être vrai pour une œuvre d'art. Et venir en fait connecter à cette beauté, c'est pas juste, comme je te disais, c'est pas juste le beau qui met tout le monde d'accord, c'est le beau qui, toi, vient résonner en toi. Et je suis quasiment persuadée aussi que ça nous montre notre beauté à nous. Tu vois, à partir du moment où ça vient connecter et qu'on trouve quelque chose de beau, c'est aussi une façon de nous dire, toi aussi, tu as cette beauté en toi. Et donc, à travers ce que tu vois, à travers tes yeux, tu viens connecter avec ton regard intérieur et tu viens regarder ta propre beauté. Waouh, mais il faut déjà être un peu sur le chemin, non? Pour essayer de... Ouais, je crois. de conscientiser ça et ouais, parce que bon, déjà la majorité des gens d'entre nous, hein, moi compris, je me rappelle dans mes débuts, tu sais, à essayer de me comprendre en fait, à comprendre mon mode d'emploi, c'était déjà pas évident de me comprendre, mais là je trouve que on arrive à un step, quoi, tu vois, quand tu es dans cette conscience-là. Alors, je pose le truc comme ça, mais si je devais le dire à un autre niveau, je dirais que, en fait, pour moi, la beauté intérieure, c'est juste l'unicité, quoi. C'est ce qui fait que on est comme notre ADN, quoi, qu'on est unique. Et à travers cette beauté-là, quand on vient s'aligner, quand on vient comme révéler toutes les facettes de notre être, c'est là qu'on est beau, en fait, tu vois. Et comment tu fais, du coup, pour les accompagner, ces gens pour en arriver à révéler leurs facettes? Tu sais, un peu comme quand je t'entends parler, j'imagine un rubis, tu sais, ou un diamant qui aurait plusieurs facettes. Comment tu fais? Moi, je parle souvent de kaléidoscope, tu sais, où j'ai la sensation que la vie, c'est un peu ça, et c'est de venir retourner toutes les facettes pour venir voir pleinement qui tu es, en te regardant sous toutes les coutures, sous tous les angles, pas forcément les plus glam, tu vois. Et comment je le fais? Je le fais à travers la voix, le massage et l'art. En fait, j'ai vraiment 3 approches. Donc, la voix, ça va être plus de la thérapie orale. On va dire, on va se parler, on va faire descendre dans le corps, mais on va se parler. Puis, ça peut même être juste un échange de 5 minutes avec quelqu'un. Ça n'a pas besoin d'être mon client. On peut se parler et venir révéler quelque chose juste à travers la discussion. Parfois même avec un sourire. Le massage, parce que je fais du massage énergétique. Et donc là, j'ai une approche qui est à l'opposé de la première. C'est-à-dire que je viens passer dans le corps directement et ensuite ouvrir un espace de parole. Et à travers l'art, parce que je dessine, j'ai appelé ça du healing art, et je viens poser à travers les mots, les formes, les couleurs, des choses qui me viennent et qui viennent aussi, alors quand je le fais sur mesure pour une personne, qui viennent justement peut-être proposer
la possibilité de découvrir des facettes de son être, des choses qu'il ou elle ne voit pas encore. Ah oui, donc au niveau de l'art, c'est toi qui, j'allais dire dessine, je sais pas si c'est le bon terme. Oui. Ouais, c'est ça. Tu poses, en tout cas, un dessin sur papier et donc ça va venir résonner auprès de la personne, c'est ça? Tu vas lui dire qu'est-ce que ça t'évoque ou comment ça se passe? Tu sais, un peu comme un vision board, quoi. Ah oui, OK. Que tu aurais vraiment en face de toi, donc qui porte ton prénom, qui porte ton chemin de vie en numérologie, et puis qui va représenter des choses que moi, je vais percevoir de la personne, qui sont peut-être pas vraies à l'instant T dans sa vie actuelle, mais qui pour moi, c'est le cheminement, tu vois. Et comme j'en ai dessiné beaucoup et que j'ai eu pas mal de retours au fur et à mesure des années, je me dis que ça vient vraiment activer. Donc ça, c'est chouette, tu vois. C'est très positif et vraiment, mon approche, elle est dans... Enfin, vous êtes grand, vous êtes beau, vous avez de la valeur et j'essaye de le transmettre à travers tout ce que je peux, quoi. C'est excellent, ça me fait penser un peu comme si tu canalisais, tu sais? Oui, c'est ça? C'est ce que tu Je l'ai pas dit parce que tu vois, tu me disais déjà ça partait trop haut, je dis rien moi. Non, alors là, si on peut tout dire, il y a pas de souci, quoi. Ah oui, donc du coup, oui, c'est ça, en fait, tu canalises et OK. Ouais. Et là, j'imagine que systématiquement, c'est bingo, en fait, ça vient tout de suite faire écho auprès de la personne qui reconnaît des choses. Alors peut-être que toi, tu fais une traduction aussi du dessin. Est-ce que tu peux développer un peu plus? Tu vois, une fois que tu as terminé, j'allais dire, ton œuvre canalisée, tu lui montres, je sais pas, en physique, sur Internet, comment ça se passe? Alors moi, je dessine sur la tablette et j'imprime sur papier d'art pour que la personne l'ait vraiment de manière physique, tu vois. Puis après, elle peut le mettre en fond d'écran, etc. Je ne sais pas toujours expliquer pourquoi je dessine ça, pourquoi j'ai écrit ça. Et très souvent, d'ailleurs, je ne sais pas l'expliquer. Et j'ai lâché le fait d'expliquer quoi que ce soit. Ouais, du pourquoi. Et ça, c'est très marrant parce qu'il y a eu des moments, tu vois, on me faisait des commandes et j'arrivais pas à dessiner. Genre, j'attendais. Et je disais à la personne, je suis vraiment désolée, je vais vraiment dessiner, hein, mais ça vient pas. Et je n'arrivais pas. Et d'un coup, ça sort. Et quand ça sort, je dessine d'affilée. Par contre, je ne reviens pas dessus. C'est d'un coup. OK. Et est-ce que parfois, tu es confronté ou peut-être même souvent d'ailleurs, à des traumatismes, tu sais, à des trucs un peu violents en fait auprès de la personne, ou ça reste quand même plutôt soft, entre guillemets, cette approche d'art-thérapie? Dans la partie artistique, ça reste très soft. C'est très, très lumineux. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. Là où, par contre, je peux capter des choses, c'est en massage. Voilà. Ah ouais, en massage, ouais, ça ne m'étonne pas. Ah ouais, c'est clair. Et là, j'imagine que les gens, quand ils viennent te voir, ils sont au courant. Je te pose la question pourquoi? Parce que une de mes ex était naturopathe et donc elle faisait aussi des massages. Elle s'était formée un peu partout dans le monde. Et donc, pendant ces massages, parfois, elle captait beaucoup de choses. Et donc, en fonction de la personne avec qui elle était, elle le proposait ou pas, en fait, de lui dire, voilà, j'ai ressenti des trucs, si vous voulez, on peut partager, quoi. Est-ce que toi, ça se passe comme ça ou d'emblée, en fait, les gens savent que quand tu vas les masser, voilà, tu vas capter des infos? Je pense qu'ils ne savent pas forcément que je vais capter des informations et aussi parce que je ne veux pas créer l'attente, tu vois. Je me dis, si je capte rien, il ne faut pas que la personne se dise « mince, elle n'a rien capté avec moi, qu'est-ce qui se passe ?» tu vois, et ça vient créer encore plus de peur mentale. Donc, c'est pas forcément comme ça que je le fais. Par contre, l'espace de parole que l'on crée après, moi, je les laisse d'abord parler. C'est eux qui me racontent ce qu'ils ont vécu. Et ensuite, en fonction, souvent, ça vient corroborer des choses que j'ai pu vivre, mais je ne veux pas que ça vienne de moi. Je veux vraiment ce côté de pouvoir personnel et de se dire... en fait, vous avez les mêmes capacités. Moi, je me mets juste en miroir de vous, en canal. Et je ressens des choses que peut-être vous avez ressenties. Si je vois que ça galère un peu, je peux les aider, tu vois, dans cette direction. Mais je veux surtout pas rentrer des choses dans la tête d'une personne venant créer une réalité qui n'existe peut-être pas encore, tu vois. Ah oui, tu m'étonnes. Bah ouais, c'est clair. Oui, c'est hyper important. Et justement, dans cette protection, entre guillemets, je pense aussi à toi. J'imagine que tu as développé des outils en fait pour te protéger, parce qu'on sait que dans les massages énergétiques, il y a beaucoup de flux aussi. Ça va dans les deux sens. C'est des techniques qu'on vous apprend, qu'on vous forme comme ça pour les non, pas du tout. D'accord. Non, vraiment. Vraiment, moi, je te dis, je suis venue au massage à la fin, je pense, de tout mon parcours d'initiation. Et heureusement, parce que j'aurais pas du tout été préparée
en amont. Donc, il y a vraiment eu ce truc j'avais conscience déjà de l'énergie, j'avais conscience même en coaching, tu vois, qu'il peut y avoir un transfert, etc. Ah ouais. Et même en coaching, du coup, je me dis certaines phrases, je me prépare, je me mets comme dans une bulle, tu vois. Ouais. Et en massage, c'est encore plus important parce que comme tu as le contact physique, c'est direct. Je trouve qu'il y a une forme de connexion 4G qui est directe. Voilà. C'est le terme. Et en fait, il y a un très bon test pour savoir si tu t'es bien protégé ou si vraiment aussi tu es dans ton alignement. C'est comment tu te sens à la fin d'un massage. Et moi, je me sens jamais fatiguée après un massage. Et donc, je peux enchaîner, en fait, vraiment. Ah ouais, ok. Ah oui, c'est plutôt bon signe, ouais, d'accord. Et les personnes aussi. Ah oui. Ça aussi, pour moi, c'est un bon signe, tu vois. Ouais, je me suis fait masser hier. Toute la soirée, j'étais KO. Ah, alors que j'étais dans une très, très bonne énergie. Et donc, ça, en fait, de le ressentir, ça te donne encore plus de conscience sur attention à ce que tu donnes, attention à ce que tu reçois, attention à ce qu'on te prend aussi. Tout à fait, ouais. On en parlait aussi parce que nous, on s'est vu à Paris, tu m'as interviewé pour ton podcast et ça me fait penser à la conversation qu'on a eue aussi à un moment donné autour de la sexualité où on se disait, moi je prenais l'image de la clé USB qui se plug et qu'il fallait faire attention justement en fait à ces flux d'informations qui circulent. Mais c'est exactement la même chose effectivement dans le massage, mais je crois que tout ce qui est tactile au final, à partir du moment où tu commences à toucher les gens, il y a du transfert d'énergie. Hein. Mais c'est clair. Comme tu sais, ça me fait penser à quand parfois tu as l'électricité statique et tu t'électrocutes un peu quand tu touches une personne. Oui. En fait, ça, c'est complètement invisible, mais c'est ressenti. Pour moi, de la même manière, quand on vient toucher quelqu'un, même si on ne ressent pas ce petit choc électrique, on va dire, ça existe, il est là, quoi. Bah ouais, c'est clair. J'aimerais bien que tu nous expliques comment t'en es arrivé là, en fait, parce que tu sais, c'est toujours des parcours intéressants, je trouve, je dis une bêtise, hein, mais dans mes activités, j'ai rencontré des milliers de thérapeutes et je pense à des thérapeutes qui étaient, par exemple, comptables, et c'est pas du tout un jugement, hein, et qui, de comptables, sont passés, je sais pas, sophrologues, par exemple, qui aident maintenant des milliers de personnes et qui le font très bien. C'est quoi, toi, ton parcours, en fait, qui t'a amené à aider les gens, en fait, tout simplement, à travers tes mains, ta voix, l'art que tu mets en place? Moi, je dirais que je me suis reconnectée à des choses de l'enfance et de l'adolescence, mais que j'avais un peu mises de côté pour entrer dans le moule, pour être aimée, pour être valorisée par notamment le papa, mais aussi la maman. Et globalement, je suis l'aînée d'une famille, donc montrer l'exemple, tu vois. Ouais. Mais moi, je suis issue d'un parcours école de commerce. J'organisais des voyages d'inspiration pour des hauts dirigeants dans la grande distribution. Et j'ai adoré ce métier parce que, étant multipotentielle, ça me permettait de faire plein de choses, de pas être tout le temps derrière un bureau, de rencontrer plein de gens et de voyager. Donc, c'était vraiment très génial. Mais quand j'ai eu 30 ans, j'ai commencé à voir le petit toc à la porte qui dit c'est pas ça le sens de ta vie, la Fanny, c'est pas ça que tu veux faire. Quand tu es sortie d'études, déjà, tu voulais monter ta boîte. Pourquoi est-ce que tu te lances pas? Qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens qu'à cette époque-là, je me disais... je partirai quand j'aurai l'idée du siècle. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça, qui attendent un truc qui va soit révolutionner le monde ou qui va leur assurer beaucoup de succès financier, tu vois. Tu peux rester vachement longtemps là-dedans, quoi. Tu m'étonnes, ouais. Il y en a qui attendent encore aujourd'hui. Hein. Il y en a qui... c'est ça, tu vois, bon, voilà. Ouais. Et au final, moi, c'est le burn-out qui m'a stoppée. C'est quand mon corps a arrêté de fonctionner et donc ma tête. Parce que mon corps, j'étais encore capable de le pousser, notamment avec tous les décalages horaires. Je tombais malade et j'y allais quand même, j'allais au boulot. J'étais arrêtée, mais j'y allais quand même, etc. Mais quand la tête a arrêté, c'est-à-dire quand je me suis sentie très fragilisée, à la fois par ce corps, mais aussi parce que je pouvais me mettre à pleurer, etc. Je me dis, waouh, maintenant ma tête ne veut plus fonctionner. Et c'est là le début, en fait. Ça a été très difficile parce que je me suis créé une identité de quelqu'un qui était très intelligent, très rapide, qui fonctionnait au mental, etc. Et là, comme mon mental me lâchait et que mon corps me lâchait, je n'ai pas eu d'autre choix que de reconnecter au corps. Et donc, ça a été tout un chemin pour comprendre les messages de mon corps, qu'est-ce que ça voulait me dire comme maladie. Comme par hasard, c'était tout le temps la zone ORL, donc l'expression, tu vois. À l'époque, j'aimais pas ma voix. C'était impossible que je fasse un podcast ou qu'on me dise que j'avais une belle voix parce que j'étais en mode, mais non, j'aime, comme la plupart des gens d'ailleurs, jusqu'à ce qu'on s'aligne, je trouve, on n'aime pas sa voix. On n'a pas l'habitude, on ne s'entend pas comme ce que l'on diffuse, etc. Et donc, au fur et à mesure, à force d'aller trouver des méthodes, essayer de tester des choses et puis venir remettre en fait ce qui me faisait kiffer,
Ce qui m'a fait kiffer, ça a été par exemple de créer un projet sur le côté qui s'appelle Les Exploratrices et qui est une communauté féminine passionnée par le voyage. Et là, le fait de faire ça, sans aucune pression du coup d'argent, je gardais mon travail, je faisais ça en plus, alors que j'étais en plein burn-out, mais ça me redonnait de l'énergie, tu vois. J'ai commencé à me dire, mais en fait, moi, j'ai toujours aidé les gens. J'ai toujours rassemblé les gens, mais je le voyais pas. Parce que pour moi, il y avait le métier et il y avait ce que j'aimais faire. Et je faisais une scission énorme entre qui j'étais au boulot et qui j'étais tout court. Plus toute la partie que j'avais oubliée. Et donc, et quand tu commences à prendre conscience que tu es une seule et même personne et que tout est poreux, en fait, tous les domaines de ta vie sont poreux, bien, tu viens commencer à recréer du lien. En recréant du lien, tu viens le créer à l'extérieur aussi. Donc, tu rencontres les personnes qui te guident, les coachs, les thérapeutes, les formations qui arrivent face à toi. Tu te dis, ah, mais non, mais c'est pas pour moi, ça. Puis en fait, tu y vas, tu commences à dépasser tes peurs et puis tu avances, quoi, petit à petit, hein. Le chemin, il est encore long, en vrai. Pour moi, il est jusqu'à la fin. Hein. Bah ouais, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Paraît-il que c'est le chemin de toute une vie. Hein. Bon, ouais. Tu sais, nous, on en avait parlé. Moi, je trouve avoir la chance d'avoir commencé très tôt. Ma mère, tu sais, avait dit vers l'âge de 6 ans. Là, j'en ai 46 et je vois en fait que, tu vois, par exemple, là encore à Minorque, j'ai appris tellement de choses sur moi. En fait, c'est vraiment une expérience de vie, je trouve, notre vie terrestre, où on est là pour apprendre tellement de choses, quoi. Moi, je dis que c'est une formation continue, d'ailleurs. Ça te parle, ça? Ouais, mais clairement. Clairement. Et en plus, tu le dis avec la légèreté de ton enfant intérieur, et je trouve ça très joli. Du coup, tu sais, tu t'es illuminé quand tu as dit j'ai appris plein de choses sur moi. Et ça m'a fait tout de suite me dire que en fait, c'est ça, c'est de garder, de venir nourrir cette âme d'enfant qui, pour elle, mais tout est possible. Alors que quand on arrive avec nos idées arrêtées, avec notre fermeture d'esprit, avec le fait de vouloir avoir raison, on passe à côté de la rencontre, et donc de sa rencontre à soi, et on passe à côté de tous les apprentissages et le fun de la vie, quoi. Exactement, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser, j'allais dire, aux hommes? Alors, c'est peut-être pas la bonne question. Dit comme ça et hors contexte. Ouais, voilà. Ouais, ça peut être interprété. Mais tu as créé Conversation au cœur des hommes. Ouais. Et donc, pourquoi en fait ce focus sur les hommes? Alors, ça vient à un croisement de plein de choses. Déjà parce que j'ai beaucoup été en contact avec des femmes, tu vois, ne serait-ce que de monter les exploratrices, 90% de mes accompagnés, c'est des femmes, le massage, c'est 2/3 de femmes, donc en fait, il y a beaucoup de femmes. Et j'ai commencé à me rendre compte qu'on peinait dans les relations, parce que si la femme s'ouvre, ouvre sa conscience et bosse sur elle, et qu'en face, le travail n'est pas fait, bah, la rencontre, elle devient plus possible. Et donc, moi, c'était tout ce que je fais, en fait, derrière, la finalité, c'est pour avoir des relations saines et équilibrées. Hein. Tout ce que je fais. Vraiment, c'est le lien pour moi, c'est la relation. Parce que je n'aspire pas à avoir une vie seule, quoi, tu vois. Et que pour moi, ce qui challenge le plus les humains, c'est les relations. Pas que intimes en plus, hein, vraiment, les relations interpersonnelles, quoi. Ouais, clairement. Et donc j'ai ce côté-là, et à la fois, j'ai toujours été entourée d'hommes. Toujours. Donc, plus jeune, j'ai attiré à moi beaucoup, tu vois, de sportifs de haut niveau. Puis après, pendant 10 ans, de hauts dirigeants, 90% d'hommes, là, tu vois. Et j'étais très à l'aise. Pour moi, c'était facile et évident. Là où j'avais plein de copines qui me disaient, mais moi, je me sens pas légitime face à eux. J'arrive pas à prendre la parole. Et moi, moi, je dirige des groupes de 20 personnes, hauts dirigeants, et ils m'écoutent, en fait. Ils m'écoutent et on y va. Et on me disait toujours, Fanny, t'es une main de fer dans un gant de velours. Et ça a commencé à taper un peu dans ma tête vers 2021-2022, surtout 2022, de me dire, ok Fanny, t'as fait beaucoup pour les femmes, mais maintenant tu vois bien que même toi, à ton niveau, relationnellement, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu peux faire, tu vois? Et c'est arrivé de me dire, je pourrais jamais forcer les gens à aller en thérapie, tu vois, hommes comme femmes. On force personne, c'est une rencontre et c'est un cheminement et c'est un choix personnel, ni même le massage. Alors je me suis dit, je vais utiliser ma voix pour faire parler des hommes qui auraient envie de parler, de se livrer, que souvent, c'est plutôt moi qui suis allée les chercher, mais d'un prime abord, on ne pourrait pas imaginer qu'ils aient tout ça à apporter, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Et je me disais, à minima, je vais leur permettre de déposer des choses qui viennent de leur cœur. Donc, eux, pendant l'heure qu'on passe ensemble, ils s'expriment, et donc ça leur fait du bien. Si ça leur fait du bien, ça fait du bien à leur entourage, par effet ricochet. Et puis ensuite, pour toutes les personnes qui vont écouter. Et l'objectif, c'était même pas de se dire, ah ouais, comme ça, je vais avoir des clients. Non, c'était, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Et je me disais, j'ai les outils, j'ai les compétences,
Et j'ai la facilité, en fait, du contact pour le faire. Donc, go, quoi. C'est vraiment comme ça que c'est venu. Ok. Et donc, ce qui veut dire que c'est quoi? C'est monsieur tout le monde? Ou c'est des, je sais pas, des personnalités connues, des hommes politiques, il y a vraiment tous les profils, c'est ça? Ouais. En fait, il y a vraiment tous les profils et donc à la fois des personnes qui vont être connues et des personnes vraiment, je te dis, complètement inconnues au bataillon sans réseaux sociaux. Et le plus jeune maintenant il a 15 ans, mais avait 13 ans quand j'ai enregistré. Et le plus âgé, 81. Ah yes. Et tu vois, c'est vraiment, et on est sur toute origine sociale, culturelle, toutes les religions, enfin vraiment toutes les origines, toutes les orientations sexuelles. Enfin vraiment, pour moi, c'était hyper important d'avoir un panel qui représente c'est quoi le masculin aussi aujourd'hui, en tout cas comment est-ce qu'il s'exprime. Et tu sais, dans ma tête, je me disais c'est pour les hommes que je le fais, c'est les hommes qui vont écouter. Et en fait, il y a aussi énormément de femmes qui écoutent parce que ça leur fait du bien. En fait, oui, ça leur fait du bien. C'est sûr. Alors, dis-moi si je me trompe, hein, c'est peut-être purement une croyance, hein, mais j'ai vraiment le sentiment, mais d'ailleurs, il me semble qu'on en a parlé ensemble pendant qu'on enregistrait à Paris, que les hommes, en fait, ils ont beaucoup de mal à parler, quoi. Donc déjà dans leur couple, hein, qu'ils soient avec des hommes, qu'ils soient avec des femmes, peu importe, et on sent qu'il y a vraiment, il y a une vraie difficulté à parler, en fait, tout simplement, à parler de sujets profonds, à parler même de connaissance de soi, de développement personnel, de choses intimes, etc. Et on se disait d'ailleurs qu'il y avait très peu de cercles d'hommes alors qu'il y a énormément de cercles de femmes. Oui, tout à fait. Et ça arrive, c'est les balbutiements, mais toutes ces initiatives-là, elles sont les bienvenues parce qu'en fait, il y a besoin aussi de ces vrais moments de... En fait, c'est même, j'allais dire relâche, mais c'est pas relâche, c'est vraiment d'extraire ce qui est à l'intérieur, qui a été enfoui et en toute sécurité. Parce qu'on parle beaucoup, tu vois, en tant que femme, on parle beaucoup de j'ai besoin de me sentir sécure, la sécurité, c'est important, la sécurité physique, la sécurité émotionnelle, etc. Mais en fait, chez les hommes, il y a besoin énormément de sécurité émotionnelle pour que ça vienne se déposer et s'ouvrir. Hein. Et du coup, dans le couple, parfois, c'est pas facile parce que, mais si je lui dis ça, est-ce que vraiment elle va m'accueillir telle que je suis? Comment est-ce qu'elle va me voir? Et donc, le couple n'est pas forcément évident. Les potes, pas forcément non plus. Est-ce que je vais me faire charrier? Et il y a assez peu d'espace, tu vois, pour le faire. Ah oui, c'est clair. Bah oui, c'est ce que je te disais. Moi, j'ai quelques potes vraiment avec qui je peux parler de tout comme je le fais avec mes copines, tu vois. Mais sinon, c'est vrai que... Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il y a aussi un gros conditionnement sociétal, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, hein, mais du côté homme, parce qu'on parle des hommes, où voilà, l'homme est censé représenter un schéma très particulier au vu de la société. Et c'est vrai que si tu cadres pas avec ce schéma, tout de suite, t'es un peu le mouton noir dans les moutons blancs. Et ça devient plus complexe. Moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il en... Ouais, vas-y. Et juste pour rebondir, parce que c'est vraiment, je pense qu'il y a un truc qui est engrammé dans l'ADN plus la société, parce que mon neveu va avoir 4 ans, donc un petit aparté. Il est élevé par une maman solo et ma sœur est vraiment très consciente. Elle voilà, même dans son code vestimentaire non genré, elle est vraiment dans l'accueil et dans l'accompagnement de ce qu'il est. Et l'autre jour, il rentre de l'école et il lui dit non, mais tu sais, maman, moi, j'ai pas pleuré, hein, je suis pas un bébé. Il va avoir 4 ans. Et ça vient pas de sa mère. Et tu te dis, ok, en fait, il y a tout l'environnement. Et si tu grandis comme ça, enfant, et que tu entends ça, mais ça rentre juste dans ton corps, que à minima, à l'extérieur, peut-être qu'avec ta mère, tu pourras le faire. Et du coup, je l'espère dans une relation intime future, mais à l'extérieur, ce qu'on attend de toi, c'est que tu dois être un homme fort et tu dois pas pleurer. Voilà. Exactement. Et tu dois faire le bonhomme. Ouais, clairement. Il faut faire le bonhomme, ouais. Tu as interviewé combien de personnes jusqu'à présent? Combien d'hommes? 57. 57. Ouais. Est-ce que tu as du recul? Ça a commencé quand? Juin 2023. Ouais, donc tu as quand même un peu de recul. Ouais. C'est cool. Si tu devais faire, je sais pas, une micro-synthèse de tes observations, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui reviennent? Tu vois, est-ce qu'il y a vraiment des points qui ressortent qui pourraient éclairer les hommes et les femmes là, qui nous écoutent? Alors, ce qui revient, c'est le lien entre l'éducation reçue par des enfants par leurs parents sur leur domaine relationnel et sur leur facilité à ouvrir leur émotionnel. Je vais te donner un exemple concret. J'ai quand même beaucoup d'invités qui n'avaient pas un papa présent, soit qui était vraiment pas là physiquement, soit pas là émotionnellement à minima. Et
en fait, c'est assez ouf parce que ceux qui ont, été élevés juste par une maman, il y a toujours eu ce besoin de parler avec des femmes, d'être en résonance avec des femmes, de venir retrouver ça parce que c'est safe, parce qu'on peut aller en profondeur. Et à la fois, manque de figure paternelle, hyper compliqué de se positionner en tant qu'homme dans la relation. Et quand il y a eu des pères absents émotionnellement, c'est là que ça, mais qui est quand même présent, c'est là que ça a engendré le plus de difficultés à aller dans l'émotionnel. Donc, pour moi, le lien de l'éducation des parents, en tout cas du schéma familial et de ce qui a été reçu, c'est impressionnant comme ça vient se positionner dans toutes tes cellules et te permettre de venir justement équilibrer, tu vois, ton yin, ton yang, ton masculin, ton féminin, que c'est pas non plus bon d'avoir trop d'émotionnel et trop de féminin quand on est un homme, parce qu'on se fait friendzoner. Et tu vois, ça existe beaucoup aussi. Enfin, voilà, c'est plein de sujets comme ça. Donc ça, c'est revenu énormément. Ce qui est revenu beaucoup aussi, notamment sur la plupart de mes invités afrodescendants, c'est que dans la culture africaine, caribéenne, on parle pas. On va pas voir un thérapeute. On parle beaucoup, on rigole beaucoup, on est beaucoup en surface, on se charrie, mais c'est difficile d'avoir ces espaces-là, et encore moins auprès d'un ou d'une inconnue, quoi. Ouais, bah alors ça, j'allais te dire, c'est en dehors du côté afro, je crois que c'est tous les gars, hein. Partout dans le monde, moi, une fois de plus, c'est que mon observation, mais ça fait tellement écho ce que tu dis avec ce que moi j'observe. J'ai l'impression qu'une fois de plus, c'est... alors déjà, tu prêches à convaincu, c'est clair, c'est l'éducation qui a une grosse part, j'allais dire, de responsabilité dans qui on est là, à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, moi, je dis très souvent, tout part de l'éducation. Et après, pour moi, il y a le deuxième point que j'évoquais, ce gros poids sociétal. Tu vois, par exemple, très tôt, on nous dit, en tant que garçon, il faut pas pleurer. On fait croire aux filles qu'il y a un prince charmant qui va débarquer. Tu vois, il y a plein de choses. On est en bleu, ils sont en rose, etc., etc. Enfin, c'est juste incroyable. Et donc, réussir à un moment donné, là, en 2025, en tant que gars, de te déconditionner de toute la programmation, en fait, que t'as engrammé, toutes les fausses croyances, tu vois, toutes ces croyances auxquelles t'as dit oui, alors que, en fait, t'étais peut-être pas en accord. Mais c'est hyper challengeant. J'ai vu, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu ça, que tu vois qui c'est, Frérot de la Vega? Oui. Tu as vu qu'il faisait des trips pour les gars, là, en ce moment? Ouais, j'ai vu parce que j'ai un de mes invités qui s'appelle Loïc Gernaud, je lui fais un petit coucou ici, et qui fait pas mal de cercles d'hommes et d'ecstatic dance, et qui l'a interviewé, donc c'est aussi comme ça que j'ai su, tu vois. Ah, ok. Mais j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais c'est cool qu'il fasse ça, parce que déjà, je trouve qu'il a une bonne aura. En tout cas, il inspire quelque chose de plutôt positif. Et c'est cool, en fait, tu vois, qu'un gars qui est quand même assez connu, je pense qu'il y a quand même une belle communauté, mettre ça en lumière, parce que ça va donner des idées, je pense, à d'autres gars, tu vois, d'organiser aussi des cercles d'hommes, quoi. Ouais. Ou le compagnon de Chloé Bloom. Oui, exactement, qui le fait. Mais alors, c'est peut-être parce que je ne le suis pas, mais l'information, pour le coup, n'est pas arrivée à moi, tu sais, sur les réseaux. Je l'ai su parce qu'il est venu avec Chloé donner une conférence au Congrès C'est quoi le bonheur pour vous. Du coup, on a papoté et c'est lui qui m'a dit qu'il faisait ça, mais sinon, j'étais pas au courant. Mais je pense qu'il y en a beaucoup plus, hein. Et donc, du coup, je trouve ça intéressant tu as interviewé 57 hommes. Tu dis toi-même, en fait, que quelque part, ça t'aide dans tes relations aussi, hein, dans juste les relations interpersonnelles, la communication, hein, tout simplement. Est-ce que là, à ce stade, après avoir interviewé 57 hommes, j'imagine que tu as vécu aussi des relations. Est-ce que tu as l'impression que ça a affiné ta perception et ta communication avec les gars? J'ai l'impression que je les comprends encore mieux. Mais du coup, je dois faire énormément attention à pas tomber dans le rôle d'une sauveuse maternante. Et ouais, tu m'étonnes. C'est vraiment ce truc-là, exactement. Parce que, dans la vie perso, c'est encore plus challengeant, bien entendu, parce que dans la vie de tous les jours, encore, si jamais ça peut aider, aiguiller, tant mieux, tu vois, il n'y a pas de souci. Dans la vie personnelle, c'est plus challengeant, tu vois, parce que la thérapeute, c'est vraiment, c'est qui je suis, tu vois. Et donc, c'est très difficile. Je peux pas la mettre au placard de la relation. Elle rentre pleinement dans la relation. Et à la fois, je veux pas être la thérapeute de mon partenaire, tu vois. C'est tellement, derrière, c'est super malsain. Donc oui, ça me permet une plus grande compassion. Et après, là aussi où je dois faire attention, c'est que quand je fais ces interviews, très rapidement, je connecte à leur âme. Je sais qu'on est en connexion avec l'âme, il y a quelque chose qui se passe, c'est une bulle que l'on crée. Cette bulle-là, c'est une partie de leur être. Et en fait, je me rends compte que j'ai la chance de venir
toucher et approcher cette partie-là, mais ce n'est pas forcément ce qu'ils expriment dans leur quotidien. Non, et donc, tu ne peux pas tout le temps, et il faut l'accepter, et je pense en tant que femme, il faut aussi l'accepter, et là je vais m'adresser plus aux femmes, mais on ne peut pas toujours avoir ce genre de communication avec son homme ou avec un homme à un niveau deep tout le temps. Parce qu'en fait, c'est pas respecter non plus qui il est et son mode de communication. Donc, faire attention parce qu'il y a quand même beaucoup d'injonctions sur ce qu'il faut faire, les green flags, les red flags. Enfin, je vois des love coach partout sur les réseaux sociaux et ça m'horripile parfois. Et je me dis que parfois, ça fait pas du bien à la relation. Parce que ça ne permet pas non plus à la personne de... Non, mais est-ce qu'on peut juste être léger et rigoler? Parce que moi aussi, parfois, je suis légère et je rigole. Tu vois, enfin, je rigole beaucoup, mais... Et c'est aussi ça, se rencontrer, quoi. C'est pas naviguer que dans le deep, que dans la profondeur, que, tu vois, il n'y a pas que ça. Exactement, parce que j'allais dire, alors je ne veux pas faire des généralités, mais c'est pareil, c'est une croyance que c'est beaucoup plus simple. Il semblerait que ce soit plus simple pour vous, comme tu dis, d'aller dans le deep, dans la profondeur, de parler de choses beaucoup plus intimes, de sujets de développement personnel, de connaissance de soi. Ça a l'air d'être plus facile et plus accessible pour vous. Et je suis d'accord avec toi qu'effectivement, comme c'est un élan naturel, il faut, à mon avis, être vigilant sur ce côté un peu naturel, parce que les gars ne sont déjà très loin d'être tous comme ça, mais arriver à un stade, effectivement, si c'est tout le temps deep et profond, ça peut être fatigant sur du long terme. Ouais. Exactement. Et là, ça fait un peu trop thérapeute. Et on enlève le côté fun et la relation. Il ne faut pas oublier que c'est aussi de l'amusement, du kiff et de la légèreté. Et donc, il faut apprendre à naviguer sur ces vagues-là, quoi. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est challengeant. Hein. Je vois tes sourcils qui se relèvent. C'est challengeant parce que tu l'as dit quelque part. Déjà, moi, je trouve qu'on n'est pas formé. Tu vois, on nous apprend pas à apprendre à nous connaître, en fait, tout simplement, à comprendre notre mode d'emploi. Et dans mes croyances, moi, j'ai le sentiment que, comme la plupart d'entre nous, on l'a pas appris, il y a peut-être 80% des gens qui se connaissent pas. Ouais. Et on sait tous les deux, on le disait, que c'est tout un cheminement, toute une vie déjà d'apprendre à se connaître. Et du coup, je trouve que c'est encore plus challengeant, tu sais, dans la vie de tous les jours. Et moi, je me mets dedans, hein, tu vois, que quand tu rentres en relation avec quelqu'un, que ce soit de l'amitié ou pour te mettre en couple, mais ça devient compliqué, en fait, je trouve, tu vois, de tomber sur des personnes qui sont éclairées, conscientes de tous ces mécanismes-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et à la fois, pas tomber dans le truc de j'ai besoin de guérir pleinement pour entrer en relation. Parce qu'il y a aussi ce truc-là. Et je me dis, mais non, en fait, les gars, c'est pas ça le but. Enfin, les gars, pour moi, c'est les gars et les filles. Hein. les gars, guys, c'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est de la vivre, c'est de l'expérimenter. Et donc, comme on sera jamais pleinement guéri, ça veut dire quoi? Tu vas passer ta vie dans ta tête à être tout seul et à croire que tu maîtrises ton propre équilibre, etc. Mais non, il faut venir se frotter à la relation. C'est grâce à ça qu'on travaille, qu'on progresse et qu'on avance. C'est clair, ouais. Oui, on dit très souvent, tu sais, dans le développement personnel, oui, c'est simple quand tu es tout seul. Bien sûr. Bien sûr. Mais dès que tu te confrontes justement à la relation, enfin, peu importe, une fois de plus, que ce soit en couple ou de l'amitié, même dans les relations interprofessionnelles, hein, c'est là où je trouve que ça devient intéressant, pour ceux qui dressent les antennes, où tu commences à comprendre un peu tes mécanismes, tu sais comment tu fonctionnes. Ouais. Tu as connu cette étude horrible, tu sais, où on a isolé des bébés quand ils étaient donc bébés, et ça remonte à très longtemps, je crois que c'était pendant la Première Guerre ou Seconde Guerre mondiale, pour comprendre en fait les mécanismes et confirmer quelque part que le lien social, c'est le truc le plus important. Ces enfants qui sont coupés, t'en as entendu parler? C'est horrible. En fait, l'être humain, il décède au bout d'un moment donné. S'il est plus en contact avec les gens, quoi. Tu sais, s'il a plus d'attention, de regard, de gestes, de toucher, tout, etc., on décède. Donc, ça montre quand même toute l'importance des liens sociaux dans notre vie de tous les jours, que ce soit en couple, en amitié, dans le monde professionnel. J'allais dire de les qualifier, quoi, tu vois, de faire en sorte de créer un microcosme qui correspond vraiment bien à qui tu es, en fait, profondément. Ouais. Mais tu sais, dans ce que je peux observer, à la fois vivre et à la fois observer, puis qu'on me rapporte, il y a aussi quelque chose qui se passe actuellement et qui me fait un petit peu de la peine, c'est que du coup, vu qu'il y a eu beaucoup de développement personnel, mais pas de développement relationnel, ce que moi j'essaie d'apporter en fait, chacun reste campé un peu, tu sais, sur ses positions, sur sa stabilité pseudo-établie, mais veut quand même entrer en relation. Et on arrive avec des personnes qui peuvent être assez agressives, même dans leur façon d'être en date, tu vois, genre, mais toi, tu m'apportes quoi? Toi, enfin, tu vois, en gros, c'est tout de suite des questions. Est-ce que tu es un homme capable? Est-ce que...
Et je trouve que c'est dur en fait d'entrer en connexion vraiment parce que j'ai la sensation que d'une certaine manière, le développement personnel a pu éloigner du développement relationnel. Et donc la relation qui faisait déjà peur avant, elle fait 2 fois plus peur. Parce que quand tu commences à goûter une forme de paix intérieure avec toi-même, tu as encore plus peur de perdre ça. Quand tu ne l'avais pas, cette paix-là, au pire, tu vas en relation, tu sais que ça se trouve, ça va être chaotique, ok. Mais quand tu as la sensation d'avoir tout posé et tout contrôlé, selon ta façon à toi de voir les choses, tu as encore plus peur de perdre ça, tu vois. Et donc, je trouve que les gens se regardent un peu en chien de faïence, veulent y aller, mais pas complètement. J'ai jamais vu autant de relations compliquées ou indéfinies. Tu sais, moi, à l'époque, on s'embrassait, t'étais mon mec, Enfin, je sais pas, tu vois, genre, si on se fait un bisou, c'est qu'on est en couple, tu vois. Et je me sens un peu à l'ancienne, tu vois, dans ces façons-là de faire. Parce que aujourd'hui, j'ai la sensation que c'est non, mais vas-y, on peut prendre du bon temps, et puis machin truc. Et ça m'emmène sur la notion d'engagement. Et c'est la question que j'aimerais bien te poser, toi, Julien. Toi, comment est-ce que tu vois l'engagement dans la relation? C'est quoi ta définition et comment tu vois l'engagement? C'est une très bonne question parce que c'est une question que moi-même j'ai posée il n'y a pas si longtemps ça à mon entourage proche. Parce que j'avais envie de comprendre cette notion d'engagement. Mais notamment quand je dis proche, plutôt de la bouche des femmes. Pour comprendre en fait, c'est quoi en fait pour vous l'engagement? Parce que j'allais te dire, il faudrait donner une définition à l'engagement. Et j'ai le sentiment que hommes et femmes n'ont pas la même définition déjà de ce que c'est l'engagement. Je suis tout à fait d'accord. Ok, on est d'accord. Et donc ça, déjà, je trouve ça super intéressant. Tu sais, c'est un peu Mars et Vénus, en fait. Tu vois, donc on est vraiment sur des modes de raisonnement et de fonctionnement qui sont différents. Donc pour moi, l'engagement... déjà, moi, à partir du moment où je sors avec quelqu'un, je suis engagé. Tu vois, c'est un peu, entre guillemets, comme un contrat de mariage. Mais c'est ma personnalité, c'est ce que je suis. Donc tous les gars ne sont pas forcément comme ça. Mais je sais que si moi, donc, du coup, je m'engage avec quelqu'un, je suis engagé en fait. Et donc, qui dit engagé, c'est mettre du temps, de l'énergie, ce que je suis en fait pour faire en sorte qu'on vive une belle relation, qu'on s'éclate, que ça soit joyeux, que ce soit... Enfin, je suis impliqué en fait dans ma relation, mais à mon niveau, bien évidemment. Quand je dis à mon niveau, c'est moi avec mes activités professionnelles, avec ce que je suis, avec ma passion pour tout ce que je fais. Donc ça, pour moi, c'est un gros engagement déjà en fait, ne serait-ce que de me mettre avec quelqu'un, compte tenu du lifestyle que j'ai choisi, c'est un gros engagement. Et après, c'est l'engagement, il est au quotidien en fait. C'est dans ma vie de tous les jours quand je suis avec quelqu'un. C'est penser à l'autre régulièrement, c'est être attentif, l'écouter, essayer de la comprendre. En fait, moi, je trouve ça. Enfin, en même temps, je suis passionné des mécanismes de l'être humain, de comprendre comment les gens fonctionnent. Donc peut-être que je suis un bon client aussi naturellement pour ça, mais j'ai besoin dans cet engagement de comprendre en fait la personne avec qui je suis pour me sentir encore plus proche en fait d'elle, tu vois, voilà. Après, je pourrais développer encore plus, mais c'est surtout ça en fait pour moi l'engagement à titre perso, c'est lié à ma vie en fait, à la vie que j'ai choisie. Ouais. Et si tu devais dire, je vais juste un poil plus loin, mais si tu devais dire pour quelle raison, enfin non pas pour quelle raison, mais si tu devais t'adresser aux hommes et leur expliquer en quoi l'engagement te rend service. Parce que tu vois, c'est souvent ça, c'est qu'on a peur de s'engager parce qu'on a peur souvent de perdre sa liberté ou quoi que ce soit. Donc moi, ce que j'entends, c'est que toi, tu as compris à quoi ça te servait l'engagement. Et peut-être que si tu peux, le bénéfice en fait, quel est le bénéfice pour toi d'être engagé dans ce que tu fais ou dans tes relations, peut-être que ça permettrait à des personnes de voir l'engagement différemment. Déjà, je crois qu'il faut être bien dans ses pompes pour être engagé. Et parce que tu vois, une fois de plus, la définition est tellement à géométrie variable déjà d'un individu à un autre, mais encore plus des hommes et des femmes. D'ailleurs, tu vois, pour aller dans ce sens-là, on m'a déjà dit, parmi mes ex-compagnes, que pour elles, j'étais pas engagé. Toi, c'est pour te dire en fait qu'il y a vraiment une différence de perception des choses, alors que pour moi, j'étais pleinement engagé en fait, tu vois, dans la relation. Donc pour moi déjà, oui, il faut bien être ancré dans ses pompes, c'est-à-dire à partir du moment où tu es vraiment en raccord avec ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, c'est-à-dire tes propres valeurs. Donc là, en l'occurrence, qui sont les miennes, d'être, quand je suis avec quelqu'un, compte tenu de la vie que j'ai choisie, d'être pleinement engagé dans cette relation pour qu'en fait, on sublime cette troisième personne en fait qui est notre couple.
les bénéfices, ils sont multiples parce qu'en fait, c'est tellement fluide. En fait, t'es tellement bien, tellement bien dans ta tête. Enfin, tu vois, t'as pas des microsecondes où tu peux te poser des questions non, en fait, tout est joyeux. En fait, t'es dans la real life, quoi. C'est vraiment très. J'adore cette sensation, quoi. C'est très léger, en fait. Je trouve ça très, très léger, d'être engagé. Alors qu'effectivement, peut-être que dans la perception des hommes, mais il faudrait leur poser la question, peut-être que c'est lourd, en fait, d'être engagé. En tout cas, peut-être que, tu vois, ça fait peur, quoi. Mais là encore, j'insiste que c'est tellement différent. Ce serait quoi l'engagement pour toi? Mais justement, je pense que c'est intéressant aussi que je puisse y répondre, mais surtout que chaque personne là qui nous écoute ou qui nous écoutera puisse se poser la question de c'est quoi sa propre définition et le transmettre à la personne en face. Parce que sinon, on parle juste un autre langage, on ne se comprend pas. Clairement. Tu vois. Moi, pour répondre à ta question, pour moi, l'engagement, c'est avant tout envers mes valeurs. Je ne peux pas m'engager envers quelqu'un si je suis désengagée envers moi-même. Donc, il y a vraiment ce truc de... Il faut que ce soit fluide. Et l'engagement, pour moi, c'est l'engagement dans l'instant T et dans le présent. Donc, tu vois, moi, je n'ai pas la vision de je suis engagée, c'est pour la vie. Alors que je pense que le terme engagement, dans pas mal de cerveaux, ça veut dire oulala, ça veut dire bague au doigt, je sais pas quoi, oulala, on passe sur une relation sérieuse. Et donc, c'est boring un peu, tu vois. Alors que là, c'est... en fait, non, moi, je veux juste que quand on se parle, tu sois engagé. Et moi, je veux être engagé. Et engagé, ça veut dire le plus vrai possible, le plus en adéquation et en alignement avec mes valeurs. Parce que ce que je cherche, moi, mon bénéfice derrière, c'est de vivre la plus haute version de mon être et la plus haute version de la relation. Donc, je vais préférer te voir moins, mais mieux, tu vois. Mais oui. Alors que pour plein de personnes, en effet, et peut-être que c'est ça que toi, que tu as pu vivre avec des ex, mais l'engagement, ce serait, oui, mais quand même, ce serait me prioriser, ce serait qu'on se voit plus, ce serait que truc. Et c'est pour ça que chaque personne doit bien définir en amont qu'est-ce que ça veut dire l'engagement. Et parce que l'engagement nos actes traduisent nos valeurs. Et donc, l'engagement, si on le lie aux valeurs, ça veut dire que nos actes vont dans le sens de nos valeurs. Et donc, si on connaît nos valeurs, on peut connaître notre niveau d'engagement. Et si on les partage à la personne en face, elle comprendra très bien que si tu as une liberté extrêmement élevée, mais que tu fais quand même le choix d'être présent à la personne, alors tu es engagé. Mais pour une personne qui a la famille hyper importante, peut-être elle voudra que tu sois tout le temps là autour, même pas forcément à faire des trucs de ouf. Donc Mais ouais, c'est tellement ça. D'ailleurs, il me semble qu'on en avait parlé aussi à Paris. Tu vois, j'en étais arrivé à une conclusion là dernièrement en me disant en fait, il faudrait faire comme tourner manège avant de te mettre en relation avec quelqu'un. Et par exemple, tu vois, poser ce truc-là. C'est quoi l'engagement pour toi? Voilà, moi, ma définition de l'engagement. Si on se lance dans cette belle histoire ensemble, moi, quand je serais engagé en fait de telle manière, c'est ça pour moi être engagé. Pour toi, c'est quoi être engagé? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes limites? C'est quoi tes besoins? Tu vois, tout ça en fait. Tu vois, poser toutes ces questions pour savoir du mieux qu'on peut, bien évidemment, sur quelle base on part en fait. Si c'est bien en fait de se lancer ou pas dans cette relation et si on va pas plus souffrir qu'autre chose à un moment donné en fait dans la relation, quoi. C'est ça. Et moi, je dis toujours, tu prépares la guerre en temps de paix. Donc, c'est quand tout va bien, quand on est en phase de lune de miel de la relation, qu'il faut aborder les choses qui vont piquer après. Parce que à minima, ça viendra en résonance. Ah oui, ok, là, elle vient me déclencher ou il vient me déclencher. Et je me souviens qu'on avait discuté que si je lui fais un câlin, ça va aller mieux et ensuite on parlera. Ou je me souviens qu'au contraire, non, elle a besoin d'être toute seule. Ok, je vais la laisser, tu vois. Je sais que tu as besoin d'être toute seule, je suis là, reviens vers moi si... C'est tellement bénéfique. Exactement, ouais. Et puis, alors, il y a tellement de choses à englober. Je pense à ces zones d'insécurité dont tu parlais, tu sais, où quand même ça se voit assez souvent dans les mécanismes, des zones d'insécurité. Alors, ça peut être financière, matérielle, émotionnelle. Il y a toutes sortes de zones d'insécurité. Être assez lucide aussi pour pouvoir le dire, tu vois. Voilà, moi, tu vois, je suis en insécurité sur ça. Bon, j'avance là-dessus, mais voilà, j'ai ce côté insécure à ce niveau-là. Ou, tu sais, ces fameuses bombes émotionnelles qui peuvent sauter et péter à n'importe quel moment en fait dans ta vie, avoir cette conscience de toi en fait en disant voilà moi tu vois ce truc-là je l'ai pas encore réglé quoi, je suis dessus mais et ça mais ça serait vraiment génial tu vois si on avait tous cette conscience.
Mais je suis entièrement d'accord. En fait, on gagnerait tellement de temps et on se dirait, ok, ouais, je suis attirée par la personne, mais en vrai, en couple, on va juste se détruire. Tu vois, on va juste se faire du mal. Exactement. Et ça sert à rien. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu vois, on est maintenant tous les deux dans la quarantaine, donc on peut le dire, mais je trouve que quand t'as la quarantaine, t'as encore moins le temps. Tu vois, déjà que t'as pas le temps avant, je trouve, mais t'as encore moins le temps de... Oui, je vois. Tiens, je vais voir, puis si ça me déclenche, oh, mais ça va. Non, en fait, tu vois. Bah non, c'est clair. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Et d'un autre côté, je rejoins tes propos, tu vois, en disant, mais oui, mais tu vas pas attendre, en fait, tu vois, ad vitam aeternam, parce que effectivement, c'est aussi dans la relation. Parce que certains disent, c'est que dans la relation, en fait, que tu te construis. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, c'est plutôt aussi. C'est aussi dans la relation que tu te construis. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que, tu vois, si tu as un feeling, une intuition, un truc qui te pousse peut-être à vivre une histoire avec quelqu'un, bon, quand même, suis cette intuition, mais rappelle-toi tourner manège et pose les choses avant de te lancer, tu vois, pour voir, en fait, si c'est vraiment jouable, en fait, tout simplement. C'est ça, oui, ne pas s'empêcher, mais juste ne pas retomber dans des patterns hyper toxiques qui sont vus et revus. Enfin, on connaît déjà l'outcome avant même que ça commence. Enfin, tu vois, bon. Tu vois, c'est le flemme, quoi. Oui, tu as le scénario, en fait. Tu sais plus ou moins quand même comment ça va se passer. Donc, oui, c'est pas le cas. D'accord. Au niveau de tes massages, tu masses que des femmes? Tu masses aussi des hommes? Je masse aussi des hommes. Ok. Et c'est pareil, en fait, au niveau de la connexion, c'est les mêmes principes, quoi, tu ressens les mêmes choses? Ou est-ce que le toucher de l'homme et le toucher de la femme est différent au niveau du massage? Non, je masse de la même manière, avec la même intention. Et j'ai été très touchée d'hommes qui ont pleuré, par exemple. Mais des grands gaillards, hein, des gars qui avaient genre jamais pleuré. Et par se toucher, par justement le fait que je sois juste là avec mon énergie, ma présence et mes mains qui sont, je pense à ce moment-là, comme les mains d'une maman, et qu'il y ait des choses qui remontent. Et très souvent, je dis souvent que je masse leur enfant intérieur, homme ou femme. Et donc, il y a des choses qui remontent. Et je trouve ça très beau. Donc, pour moi, il n'y a pas de distinction. Ça va plus être... il faut que la personne soit juste ouverte à pouvoir naviguer. Je dis toujours que moi, je me cale sur leur fréquence. Moi, je n'impose rien, tu vois. Surtout qu'ils sont déjà, je trouve, dans une posture où c'est intime. Moi, je masse le visage. Et c'est marrant parce que c'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est beaucoup plus intime, en fait, de masser un visage qu'un corps. Parce qu'on a l'habitude... même de se faire masser le corps ou d'avoir un corps mis en maillot de bain ou quoi que ce soit. Mais un visage, en fait, il y a assez peu de gens qui caressent un visage. Une maman le fait sur son enfant. Ça peut être un partenaire qui le fait, et pas toujours en plus. Mais finalement, c'est assez rare qu'on touche cette zone-là avec autant d'amour et de présence. Et pendant 1 heure, tu vois. Et en fait, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement de bien. Et c'est juste, s'il m'autorise, enfin... il au pluriel, donc les personnes, si elles m'autorisent, on va dire au pluriel, à descendre et à ressentir des choses, à recevoir, je vais le faire. Et puis, si c'est pas autorisé, c'est complètement inconscient, hein, mais si c'est pas autorisé, c'est ok aussi. En fait, tout est juste pour moi. Tu vois, oui, c'est clair. Tu parles aussi d'équilibre féminin-masculin. Est-ce que toi, tu navigues aussi à titre perso dans cet équilibre féminin-masculin? Je sens que je suis quand même sortie de ce déséquilibre, parce que moi j'ai un côté yang qui est très très développé, donc j'ai un côté masculin, on pourrait dire entre guillemets, vraiment sur l'énergie, hein, pas sur le côté homme, sur l'énergie masculine qui est très développée, comme beaucoup de femmes. C'est hélas un peu les conséquences du patriarcat, où on est élevé dans une société patriarcale. Et on nous apprend dès le début que l'extérieur n'est pas safe et qu'on doit devenir notre propre pourvoyeuse à la fois financière, émotionnelle et ce que tu veux. Moi, j'ai grandi avec une maman, mes parents sont toujours ensemble, hein, mais qui m'a toujours dit, il faut que tu sois indépendante financièrement. Et moi, je l'ai transcrit comme une forme d'hyper-indépendance, tu vois. Et ça, plus l'insécurité physique que tu peux ressentir, tu vois, parfois. Donc, tu te blindes et tu ne laisses pas un homme qui va prendre le lead sur toi, parce que tu confonds lead et contrôle. Et j'ai passé beaucoup de temps, moi, à essayer de rééquilibrer ça. Et puis, je me rendais compte qu'au fur et à mesure que je travaillais sur moi, j'attire à moi des hommes un peu différents. Parce que j'ai plutôt été, moi, celle qui, par exemple, avançait de l'argent à un homme, qui hébergeait l'homme chez moi. Lui, il n'avait pas de chez lui. Moi, j'avais un chez moi. J'étais propriétaire. Et finalement, derrière, c'est un peu une forme de contrôle. C'est rassurant, tu vois. Et ça fait peur de lâcher ce contrôle quand tu as été élevée dans tu dois être indépendante. Mais être indépendante, ça ne veut pas dire
mettre ton homme à la porte de ton cœur, tu vois. C'est aussi réussir à ouvrir ça. Donc moi, je me sens équilibrée dans mes polarités. En fonction des hommes que je vais attirer, je vais les sentir de toute façon. Parce que si je vois que je me sens sur la défensive, c'est qu'en face de moi, je viens déployer mon yang, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui est insécure en face de moi. Voilà. Oui, normal. Oui, tu veux dire dans l'invisible, quoi. Ouais, dans l'invisible. Ouais. Ok. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances qu'à force d'interviewer les gars, ça te permet, de manière peut-être directe et indirecte, d'équilibrer ton yin et ton yang. Ça, c'est fort probable. C'est fort probable et je vais te dire pourquoi. Parce que une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup tardé entre l'idée de monter le podcast et le lancement, il s'est passé plus d'1 an alors que j'avais tout. J'avais et les gens et le matériel, donc j'avais vraiment tout. Donc voilà, c'est que j'avais très peur d'être perçue comme « Attends, c'est bizarre, elle parle qu'à des hommes » et donc qu'on vienne me porter des intentions qui n'étaient pas très louables. Mais ça, c'est moi qui pensais ça de moi. Donc, ça montre en fait à quel point la guérison du masculin, elle passe aussi par... en fait, c'est complètement normal. Moi, ça l'a toujours été d'être en connexion comme ça avec des hommes. Mais là, d'un coup, que ça allait être mis devant tout le monde d'une certaine manière, ça me faisait peur. Mais là, c'est même plus un sujet. Mais il y a 1 an et demi, c'était « Mais quel homme voudra sortir avec moi alors qu'il sait que je parle tout le temps à des hommes ?» Enfin, vraiment, je me questionnais encore sur ça. Aujourd'hui, non, c'est parce que je sens que c'est équilibré. Je sens qu'il n'y a pas de... Enfin, tu sais, ni de drague d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas de tension bizarre, il n'y a pas tout ça, tu vois. Et ça m'a rassurée aussi sur ça, que c'était complètement possible d'être en équilibre. Mais c'est clair, hein. Ça veut dire aussi que c'est juste, que tu es bien dans ton rôle. Et, de toute façon, tu le sentirais, si tu es sensible à tout ça, tu verrais en fait qu'il y a un déséquilibre quelque part. Et en tout cas, qu'il y a quelque chose qui n'est pas très juste, quoi. Ouais, tout à fait. Le temps filoche, Fanny. Comment on fait pour te contacter, pour les gens qui aimeraient bénéficier de tes services? Eh ben, on peut me retrouver sur Instagram et LinkedIn principalement, donc Fanny Ricard. Voilà, mon prénom et mon nom. Ok, tout simplement. Ouais. Tu réponds à tout le monde? Tu fais partie de ces gens qui répondent à tout le monde? Ouais, je réponds à tout le monde, Tu fais ça à distance ou tu fais ça uniquement en physique? Alors, pour le massage, on se doute bien que c'est plutôt en présentiel. Mais pour le reste, est-ce que tu fais ça aussi à distance? Oui, je fais ça en visio. En fait, tout ce qui est accompagnement psychosomatique, c'est en visio. D'ailleurs, je le fais pas du tout en présentiel. Et le massage, oui, en présentiel. Le podcast, pour l'instant, c'est une volonté de tout faire en présentiel. Voilà. Ok. Est-ce que tu as de l'actu, là, ces derniers mois, que tu as envie de nous parler ou Il y a une actu, mais je peux pas encore la dire. Bon, écoute. Donc voilà, c'est pas grave, faut suivre sur les réseaux sociaux et vous saurez tout ça. Mais, Est-ce que ça va arriver incessamment sous peu? Dans quelques mois. Dans quelques mois, ok. Bon, faut te suivre sur Fanny Ricard, sur Instagram, sur Facebook. C'est ça. Ok. Merci beaucoup, Fanny, c'était cool. Merci à toi, Julien. Merci. Avec moi. Passe une belle soirée, puis écoute, à très vite. Tout pareil. Enjoy Minorque. Yes, merci, à bientôt. Ciao, ciao. Bientôt. Et voilà, les amis, c'était Fanny Ricard. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Toujours intéressant de parler de tous ces sujets. On pourrait discuter pendant des heures à chaque fois. Je vous rappelle notre actu. On organise le 2e congrès. C'est quoi le bonheur pour vous? Qui va se tenir le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. Si vous voulez venir, la billetterie est déjà en ligne. Donc, vous allez sur Internet, vous tapez « Congrès, c'est quoi le bonheur pour vous ?» et vous tomberez sur le site et vous pourrez prendre vos billets. Je vous remontre la page de couverture de mon dernier livre qui est sorti le 31 octobre avec la maison d'édition Erol. C'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens, qui est la partie complémentaire à mon premier livre. C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi, que vous voyez aussi à l'écran. Je dis la partie complémentaire parce que c'est un esprit sain dans un corps sain. Donc, celui que vous voyez à l'écran, en chemin vers soi, c'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi? Et vraiment la partie qui est plutôt liée à notre corps. Et le deuxième est plutôt la partie qui est liée à notre esprit. Pour moi, les deux sont vraiment interconnectés et c'était important d'écrire ces 2 livres. Je voulais pas faire un seul et même livre, sinon ça aurait fait un gros volume. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. J'ai écrit ce livre un peu comme si on tend la main à quelqu'un qu'on aime. Comme je le disais pendant cet échange avec Fanny, moi j'ai la chance d'avoir commencé à l'âge de 6 ans, de baigner dans cette atmosphère de développement personnel et de connaissance de soi. Et j'ai appris beaucoup de choses depuis. Et donc voilà, à travers toutes mes activités,
C'est ce que j'essaie de faire de manière très humble, de transmettre, de semer les graines depuis 22 ans maintenant. Et le format écriture, livre, est un très bel outil aussi pour continuer à semer des graines, tel un jardinier. Je vais vous remonter cette petite vidéo qu'on a réalisée pour se quitter autour du premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous, qui avait lieu en 2023. Ça vous montrera l'ambiance. Et puis on se retrouve jeudi, et j'aurai une nouvelle interview. À très vite, belle soirée, ciao ciao. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que les gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça.